Honoré de Balzac. La comédie humaine, étude de mœurs, scène de la vie parisienne, splendeur et misère des courtisanes. La dernière incarnation de Vautrin. Partie 10 du livre audio. Qu'y a-t-il, Madeleine ? Dit madame Camusot, en voyant entrer chez elle sa femme de chambre avec cet air que savent prendre les gens dans les circonstances critiques. Madame, répondit Madeleine, monsieur vient de rentrer du palais. Mais il a la figure si bouleversée et il se trouve dans un tel état que madame ferait peut-être mieux de l'aller voir dans son cabinet. A-t-il dit quelque chose ? Demanda madame Camusot. Non, madame, mais nous n'avons jamais vu pareille figure à monsieur. On dirait qu'il va commencer une maladie. Il est jaune. Il paraît être en décomposition et, sans attendre la fin de la phrase, madame Camusot s'élança hors de sa chambre et courut chez son mari. Elle aperçut le juge d'instruction assis dans un fauteuil, les jambes allongées, la tête appuyée au dossier, les mains pendant, le visage pâle, les yeux hébétés, absolument comme s'il allait tomber en défaillance. « Qu'as-tu, mon ami ?» dit la jeune femme effrayée. « Ah, ma pauvre Amélie, il est arrivé le plus funeste événement. J'en tremble encore. Figure-toi que le procureur général, non, que madame de Sérisy, que je ne sais par où commencer. »« Commence par la fin, » dit madame Camusot. « Eh bien, au moment où, dans la chambre du conseil de la première, monsieur Popinot avait mis la dernière signature nécessaire au bas du jugement de non-lieu rendu sur mon rapport qui mettait en liberté Lucien de Rubempré, enfin, tout était fini. Le greffier emportait le plumitif. J'allais être quitte de cette affaire. Voilà le président du tribunal qui entre et qui examine le jugement. « Vous élargissez un mort, me dit-il d'un air froidement railleur. Ce jeune homme est allé, selon l'expression de M. de Bonald, devant son juge naturel. Il a succombé à l'apoplexie foudroyante. Je respirais en croyant à un accident. Si je comprends, monsieur le président, a dit M. Popinot, il s'agirait alors de l'apoplexie de Piche-Gru. Messieurs, a repris le président de son air grave, sachez que, pour tout le monde, le jeune Lucien de Rubempré sera mort de la rupture d'un anévrisme. Nous nous sommes tous entre-regardés. De grands personnages sont mêlés à cette déplorable affaire, a dit le président. Dieu veuille, dans votre intérêt, monsieur Camusot, quoique vous n'ayez fait que votre devoir, que madame de Sérisy ne reste pas folle du coup qu'elle a reçu. On l'emporte quasi morte. Je viens de rencontrer notre procureur général dans un état de désespoir qui m'a fait mal. Vous avez donné à gauche, mon cher Camusot, a-t-il ajouté en me parlant à l'oreille. Non, ma chère amie, en sortant, c'est à peine si je pouvais marcher. Mes jambes tremblaient tant que je n'ai pas osé me hasarder dans la rue. Et je suis allé me reposer dans mon cabinet. Coquard, qui rangeait le dossier de cette malheureuse instruction, m'a raconté qu'une belle dame avait pris la conciergerie d'assaut, qu'elle avait voulu sauver la vie à Lucien, de qui elle est folle, et qu'elle s'était évanouie en le trouvant pendu par sa cravate à la croisée de la pistole. L'idée que la manière dont j'ai interrogé ce malheureux jeune homme, qui, d'ailleurs, entre nous, était parfaitement coupable, a pu causer son suicide, m'a poursuivi depuis que j'ai quitté le palais, et je suis toujours près de m'évanouir. « Eh bien, ne vas-tu pas te croire un assassin parce qu'un prévenu se pend dans sa prison au moment où tu l'allais élargir ?» s'écria madame Camusot. « Mais un juge d'instruction est alors comme un général qui a un cheval tué sous lui. Voilà tout. » Ces comparaisons, ma chère, sont tout au plus bonnes pour plaisanter, et la plaisanterie est hors de saison ici. Le mort saisit le vif dans ce cas-là. Le Lucien emporte nos espérances dans son cercueil. « Vraiment ?» dit madame Camusot d'un air profondément ironique. « Oui, ma carrière est finie. Je resterai toute ma vie simple juge au tribunal de la Seine. Monsieur de Grandville était, avant ce fatal événement, déjà fort mécontent de la tournure que prenait l'instruction. Mais son mot à notre président me prouve que, tant que monsieur de Grandville sera procureur général, je n'avancerai jamais. » Avancer, voilà le mot terrible, l'idée qui, de nos jours, change le magistrat en fonctionnaire. Autrefois,
le magistrat était sur le champ tout ce qu'il devait être. Les 3 ou 4 mortiers des présidences de chambre suffisaient aux ambitions dans chaque parlement. Une charge de conseiller contenait un de brosse comme un mollet, à Dijon comme à Paris. Cette charge, une fortune déjà, voulait une grande fortune pour être bien portée. À Paris, en dehors du Parlement, les gens de robe ne pouvaient aspirer qu'à 3 existences supérieures. Le contrôle général, les sceaux ou la simarre de chancelier. Au-dessous des parlements, dans la sphère inférieure, un lieutenant de présidial se trouvait être un assez grand personnage pour qu'il fût heureux de rester toute sa vie sur son siège. Comparez la position d'un conseiller à la cour royale de Paris, qui n'a pour toute fortune, en 1829, que son traitement, à celle d'un conseiller au Parlement en 1729. Grande est la différence. Aujourd'hui, où l'on fait de l'argent la garantie sociale universelle, on a dispensé les magistrats de posséder, comme autrefois, de grandes fortunes. Aussi les voit-on députés, pairs de France, entassant magistrature sur magistrature, à la fois juges et législateurs, allant emprunter de l'importance à des positions autres que celles d'où devrait venir tout leur éclat. Enfin, les magistrats pensent à se distinguer pour avancer, comme on avance dans l'armée ou dans l'administration. Cette pensée, si elle n'altère pas l'indépendance du magistrat, est trop connue et trop naturelle, on en voit trop d'effets pour que la magistrature ne perde pas de sa majesté dans l'opinion publique. Le traitement payé par l'État fait du prêtre et du magistrat des employés. Les grades à gagner développent l'ambition. L'ambition engendre une complaisance envers le pouvoir. Puis l'égalité moderne met le justiciable et le juge sur la même feuille du parquet social. Ainsi, les 2 colonnes de tout ordre social, la religion et la justice, se sont amoindries au XIXe siècle, où l'on se prétend en progrès sur toute chose. « Et pourquoi n'avancerais-tu pas » dit Amélie Camusot. Elle regarda son mari d'un air railleur, en sentant la nécessité de rendre de l'énergie à l'homme qui portait son ambition, et de qui elle jouait comme d'un instrument. « Pourquoi désespérer ?» reprit-elle, en faisant un geste qui peignit bien son insouciance quant à la mort du prévenu. « Ce suicide va rendre heureuse les 2 ennemis de Lucien, Madame d'Espard et sa cousine, la comtesse Châtelet. Madame d'Espard est au mieux avec le garde des Sceaux, et, par elle, tu peux obtenir une audience de sa grandeur, où tu lui diras le secret de cette affaire. Or, si le ministre de la Justice est pour toi, qu'as-tu donc à craindre de ton président et du procureur général ?»« Mais monsieur et madame de Sérisy, s'écria le pauvre juge. Madame de Sérisy, je te le répète, est folle, et folle par ma faute, dit-on. »« Et, si elle est folle, juge sans jugement, s'écria madame Camusot en riant, elle ne pourra pas te nuire. Voyons, raconte-moi toutes les circonstances de la journée. »« Mon Dieu, répondit Camusot, au moment où j'avais confessé ce malheureux jeune homme, et où il venait de déclarer que ce soi-disant prêtre espagnol est bien Jacques Collin, la duchesse de Maufrigneuse et madame de Sérisy m'ont envoyé, par un valet de chambre, un petit mot où elles me priaient de ne pas l'interroger. Tout était consommé. »« Mais tu as donc perdu la tête, dit Amélie, car, sûr comme tu l'es de ton commis greffier, tu pouvais alors faire revenir Lucien, le rassurer adroitement et corriger ton interrogatoire. »« Mais tu es comme madame de Sérisy, tu te moques de la justice, dit Camusot, incapable de se jouer de sa profession. Madame de Sérisy a pris mes procès-verbaux et les a jetés au feu. »« En voilà une femme. Bravo !» s'écria madame Camusot. Madame de Sérisy m'a dit qu'elle ferait sauter le palais plutôt que de laisser un jeune homme, qui avait eu les bonnes grâces de la duchesse de Maufrigneuse et les siennes, aller sur les bancs de la cour d'assises en compagnie d'un forçat. « Mais Camusot, dit Amélie, en ne pouvant pas retenir un sourire de supériorité, ta position est superbe. »« Ah oui, superbe. Tu as fait ton devoir. Mais malheureusement, et malgré l'avis jésuitique de monsieur de Granville, qui m'a rencontré sur le quai Malaquais, ce matin ? Ce matin. À quelle heure ? À 9 heures. Oh, Camusot, dit Amélie en joignant ses mains et les tordant, moi qui ne cesse de te répéter de prendre garde à tout. Mon Dieu, ce n'est pas un homme, c'est une charrette de moellons que je traîne.
Mais, Camusot, ton procureur général t'attendait au passage. Il a dû te faire des recommandations. Mais oui. Et tu ne l'as pas compris. Si tu es sourd, tu resteras toute ta vie juge d'instruction sans aucune espèce d'instruction. Aie donc l'esprit de m'écouter, dit-elle, en faisant taire son mari qui voulut répondre. Tu crois l'affaire finie ? Dit Amélie. Camusot regarda sa femme, de l'air qu'ont les paysans devant un charlatan. Si la duchesse de Maufrigneuse et la comtesse de Sérisy sont compromises, tu dois les avoir toutes deux pour protectrices, reprit Amélie. Voyons. Madame d'Espard obtiendra pour toi, du garde des Sceaux, une audience où tu lui donneras le secret de l'affaire, et il en amusera le roi, car tous les souverains aiment à connaître l'envers des tapisseries et savoir les véritables motifs des événements que le public regarde passer bouche béante. Dès lors, ni le procureur général, ni M. de Sérisy ne seront plus à craindre. « Quel trésor qu'une femme comme toi !» s'écria le juge en reprenant courage. « Après tout, j'ai débusqué Jacques Collin, je vais l'envoyer rendre ses comptes en cour d'assises. Je dévoilerai ses crimes. C'est une victoire dans la carrière d'un juge d'instruction qu'un pareil procès. »« Camusot, reprit Amélie, en voyant avec plaisir son mari revenu de la prostration morale et physique où l'avait jeté le suicide de Lucien de Rubempré. Le président t'a dit tout à l'heure que tu avais donné à gauche. Mais ici, tu donnes trop à droite. Tu te fourvoies encore, mon ami. » Le juge d'instruction resta debout, regardant sa femme avec une sorte de stupéfaction. « Le roi, le garde des Sceaux, pourront être très contents d'apprendre le secret de cette affaire, et tout à la fois très fâchés de voir des avocats de l'opinion libérale traînant à la barre de l'opinion et de la cour d'assises, par leur plaidoirie, des personnages aussi importants que les Sérisy, les Maufrigneuse et les Grandlieu. Enfin, tous ceux qui sont mêlés directement ou indirectement à ce procès. »« Ils y sont fourrés tous, je les tiens !» s'écria Camusot. Le juge, qui se leva, marcha par son cabinet, à la façon de Sganarelle sur le théâtre quand il cherche à sortir d'un mauvais pas. « Écoute, Amélie, reprit-il, en se posant devant sa femme, il me revient à l'esprit une circonstance, en apparence minime, et qui, dans la situation où je suis, est d'un intérêt capital. Figure-toi, ma chère amie, que ce Jacques Collin est un colosse de ruse, de dissimulation, de rouerie, un homme d'une profondeur. Oh, c'est, quoi, le Cromwell du bagne. Je n'ai jamais rencontré pareil scélérat. Il m'a presque attrapé. Mais, en instruction criminelle, un bout de fil qui passe vous fait trouver un peloton avec lequel on se promène dans le labyrinthe des consciences les plus ténébreuses, ou des faits les plus obscurs. Lorsque Jacques Collin m'a vu feuilletant les lettres saisies au domicile de Lucien de Rubempré, mon drôle y a jeté le coup d'œil d'un homme qui voulait voir si quelque autre paquet ne s'y trouvait pas, et il a laissé échapper un mouvement de satisfaction visible. Ce regard de voleur évaluant un trésor, ce geste de prévenu qui se dit « j'ai mes armes », m'ont fait comprendre un monde de choses. Il n'y a que vous, autres femmes, qui puissiez, comme nous et les prévenus, lancer, dans une œillade échangée, des scènes entières où se révèlent des tromperies compliquées comme des serrures de sûreté. On se dit, vois-tu, des volumes de soupçons en une seconde. C'est effrayant. C'est la vie ou la mort, dans un clin d'œil. Le gaillard a d'autres lettres entre les mains, ai-je pensé. Puis, les 1000 autres détails de l'affaire m'ont préoccupé. J'ai négligé cet incident, car je croyais avoir à confronter mes prévenus et pouvoir éclaircir plus tard ce point de l'instruction. Mais regardons comme certain que Jacques Collin a mis en lieu sûr, selon l'habitude de ces misérables, les lettres les plus compromettantes de la correspondance du beau jeune homme adoré de tant de... « Et tu trembles, Camusot. Tu seras président de chambre à la cour royale, bien plus tôt que je ne le croyais, » s'écria madame Camusot, dont la figure rayonna. « Voyons, il faut te conduire de manière à contenter tout le monde, car l'affaire devient si grave qu'elle pourrait bien nous être volée. » N'a-t-on pas ôté des mains de Popinot pour te la confier, la procédure dans le procès en interdiction intenté par madame et monsieur d'Espard, dit-elle, pour répondre à un geste d'étonnement que fit Camusot. Eh bien, le procureur général qui prend un intérêt si vif à l'honneur de monsieur et de madame de Sérisy, ne peut-il pas évoquer l'affaire à la cour royale et faire commettre un conseiller à lui pour l'instruire à nouveau ? Ah, ça, ma chère, où donc as-tu fait ton droit criminel ? S'écria Camusot. Tu sais tout,
Tu es mon maître. Comment ? Tu crois que demain matin, M. de Granville ne sera pas effrayé de la plaidoirie probable d'un avocat libéral que ce Jacques Collin saura bien trouver ? Car on viendra lui proposer de l'argent pour être son défenseur. Ces dames connaissent leur danger aussi bien, pour ne pas dire mieux, que tu ne le connais. Elles en instruiront le procureur général, qui déjà voit ses familles traîner bien près du banc des accusés, par suite du mariage de ce forçat avec Lucien de Rubempré, fiancé de mademoiselle de Grandlieu. Lucien, amant d'Esther, ancien amant de la duchesse de Maufrigneuse, le chéri de madame de Sérisy. Tu dois donc manœuvrer de manière à te concilier l'affection de ton procureur général, la reconnaissance de monsieur de Sérisy, celle de la marquise d'Espard, de la comtesse Châtelet, à corroborer la protection de madame de Maufrigneuse par celle de la maison de Grandlieu, et à te faire adresser des compliments par ton président. Moi, je me charge de mesdames d'Espard, de Maufrigneuse et de Grandlieu. Toi, tu dois aller demain matin chez le procureur général. Monsieur de Granville est un homme qui ne vit pas avec sa femme. Il a eu pour maîtresse, pendant une dizaine d'années, une mademoiselle de Bellefeuille, qui lui a donné des enfants adultérins, n'est-ce pas ? Eh bien, ce magistrat-là n'est pas un saint. C'est un homme tout comme un autre. On peut le séduire. Il donne prise sur lui par quelque endroit. Il faut découvrir son faible, le flatter. Demande-lui des conseils, fais-lui voir le danger de l'affaire. Enfin, tâchez de vous compromettre de compagnie. Et tu seras... Non, je devrais baiser la marque de tes pas, dit Camusot en interrompant sa femme, la prenant par la taille et la serrant sur son cœur. Amélie, tu me sauves. C'est moi qui t'ai remorqué d'Alençon à Mantes et de Mantes au tribunal de la Seine, répondit Amélie. Eh bien, sois tranquille. Je veux qu'on m'appelle Madame la Présidente dans 5 ans d'ici. Mais, mon chat, pense donc toujours pendant longtemps avant de prendre des résolutions. Le métier de juge n'est pas celui d'un sapeur-pompier. Le feu n'est jamais à vos papiers. Vous avez le temps de réfléchir. Aussi, dans vos places, les sottises sont-elles inexcusables ? La force de ma position est tout entière dans l'identité du faux prêtre espagnol avec Jacques Collin, reprit le juge après une longue pause. Une fois cette identité bien établie, quand même la cour s'attribuerait la connaissance de ce procès, ce sera toujours un fait acquis, dont ne pourra se débarrasser aucun magistrat, juge ou conseiller. J'aurais imité les enfants qui attachent une ferraille à la queue d'un chat. La procédure, n'importe où elle s'instruise, fera toujours sonner les fers de Jacques Collin. « Bravo !» dit Amélie. « Et le procureur général aimera mieux s'entendre avec moi, qui pourrait seul enlever cette épée de Damoclès suspendue sur le cœur du faubourg Saint-Germain, qu'avec tout autre. Mais tu ne sais pas combien il est difficile d'obtenir ce magnifique résultat. Le procureur général et moi, tout à l'heure, dans son cabinet, nous sommes convenus d'accepter Jacques Collin pour ce qu'il se donne, pour un chanoine du chapitre de Tolède, pour Carlos Herrera. Nous sommes convenus d'admettre sa qualité d'envoyé diplomatique et de le laisser réclamer par l'ambassade d'Espagne. C'est par suite de ce plan que j'ai fait le rapport qui met en liberté Lucien de Rubempré, que j'ai recommencé les interrogatoires de mes prévenus, en les rendant blancs comme neige. Demain, messieurs de Rastignac, Bianchon et je ne sais qui encore doivent être confrontés avec le soi-disant chanoine du chapitre royal de Tolède. Ils ne reconnaîtront pas en lui Jacques Collin, dont l'arrestation a eu lieu en leur présence il y a 10 ans, dans une pension bourgeoise, où ils l'ont connu sous le nom de Vautrin. Un moment de silence régna pendant lequel madame Camusot réfléchissait. « Es-tu sûr que ton prévenu soit Jacques Collin ?» demanda-t-elle. « Sûr, répondit le juge, et le procureur général aussi. Eh bien, tâche donc, sans laisser voir tes griffes de chat fourré, de susciter un éclat au palais de justice. Si ton homme est encore au secret, va voir immédiatement le directeur de la conciergerie et fais en sorte que le forçat y soit publiquement reconnu. Au lieu d'imiter les enfants, imite les ministres de la police dans les pays absolus qui inventent des conspirations contre le souverain pour se donner le mérite de les avoir déjoués et se rendre nécessaires. Mets 3 familles en danger pour avoir la gloire de les sauver. »« Ah, quel bonheur !» s'écria Camusot. « J'ai la tête si troublée que je ne me souvenais plus de cette circonstance. L'ordre de mettre Jacques Collin à la pistole a été porté par Coquart à M. Got, le directeur de la conciergerie. Or, par les soins de Bibi Lupin, l'ennemi de Jacques Collin, on a transféré de la force à la conciergerie 3 criminels qui le connaissent.
Et s'il descend demain matin au préau, l'on s'attend à des scènes terribles. » « Et pourquoi ? » Jacques Collin, ma chère, est le dépositaire des fortunes que possèdent les bagnes, et qui se montent à des sommes considérables. Or, il les a, dit-on, dissipées pour entretenir le luxe de feu Lucien. Et on va lui demander des comptes. Ce sera, m'a dit Bibi Lupin, une tuerie qui nécessitera l'intervention des surveillants, et le secret sera découvert. Il y va de la vie de Jacques Collin. Or, en me rendant au palais de bonne heure, je pourrais dresser procès-verbal de l'identité. Ah, si ces commettants te débarrassaient de lui, tu serais regardé comme un homme bien capable. Ne va pas chez monsieur de Granville. Attends-le à son parquet avec cette arme formidable. C'est un canon chargé sur les 3 plus considérables familles de la cour et de la pairie. Sois hardi, propose à monsieur de Granville de vous débarrasser de Jacques Collin en le transférant à la force, où les forçats savent se débarrasser de leurs dénonciateurs. J'irai, moi, chez la duchesse de Maufrigneuse, qui me mènera chez les grands lieux. Peut-être verrai-je aussi monsieur de Sérisy. Fie-toi à moi pour sonner l'alarme partout. Écris-moi surtout un petit mot convenu pour que je sache si le prêtre espagnol est judiciairement reconnu pour être Jacques Collin. Arrange-toi pour quitter le palais à 2 heures. Je t'aurais fait obtenir une audience particulière du garde des Sceaux. Peut-être sera-t-il chez la marquise d'Espard. Camusot restait planté sur ses jambes dans une admiration qui fit sourire la fine Amélie. « Allons, viens dîner, et sois gai, dit-elle en terminant. Vois, nous ne sommes à Paris que depuis 2 ans, et te voilà en passe de devenir conseiller avant la fin de l'année. De là, mon chat, à la présidence d'une chambre à la cour, il n'y a pas d'autre distance qu'un service rendu dans quelque affaire politique. » Cette délibération secrète montre à quel point les actions et les moindres paroles de Jacques Collin, dernier personnage de cette étude, intéressaient l'honneur des familles au sein desquelles il avait placé son défunt protégé. La mort de Lucien et l'invasion à la conciergerie de la comtesse de Sérisy venaient de produire un si grand trouble dans les rouages de la machine que le directeur avait oublié de lever le secret du prétendu prêtre espagnol. Quoiqu'il y en ait plus d'un exemple dans les annales judiciaires, la mort d'un prévenu pendant le cours de l'instruction d'un procès est un événement assez rare pour que les surveillants, le greffier et le directeur fussent sortis du calme dans lequel ils fonctionnent. Néanmoins, pour eux, le grand événement n'était pas ce beau jeune homme devenu si promptement un cadavre, mais bien la rupture de la barre en fer forgé de la première grille du guichet par les délicates mains d'une femme du monde. Aussi, directeur, greffier et surveillant, dès que le procureur général, le comte Octave de Bauvan, furent partis dans la voiture du comte de Sérisy, en emmenant sa femme évanouie, se groupèrent-ils au guichet en reconduisant M. Lebrun, le médecin de la prison, appelé pour constater la mort de Lucien et s'en entendre avec le médecin des morts de l'arrondissement où demeurait cet infortuné jeune homme. On nomme à Paris médecin des morts le docteur chargé, dans chaque mairie, d'aller vérifier le décès et d'en examiner les causes. Avec ce coup d'œil rapide qui le distinguait, M. de Granville avait jugé nécessaire, pour l'honneur des familles compromises, de faire dresser l'acte de décès de Lucien à la mairie dont dépend le quai Malaquais, où demeurait le défunt, et de le conduire de son domicile à l'église Saint-Germain-des-Prés, où le service funèbre allait avoir lieu. M. de Chargeboeuf, secrétaire de M. de Granville, mandé par lui, reçut des ordres à cet égard. La translation de Lucien devait être opérée pendant la nuit. Le jeune secrétaire était chargé de s'entendre immédiatement avec la mairie, avec la paroisse et l'administration des pompes funèbres. Ainsi, pour le monde, Lucien serait mort libre et chez lui, son convoi partirait de chez lui, ses amis seraient convoqués chez lui pour la cérémonie. Donc, au moment où Camusot, l'esprit en repos, se mettait à table avec son ambitieuse moitié, le directeur de la conciergerie et M. Lebrun, médecin des prisons, étaient en dehors du guichet, déplorant la fragilité des barres de fer et la force des femmes amoureuses. « On ne sait pas, disait le docteur à M. Gault, en le quittant, tout ce qu'il y a de puissance nerveuse dans l'homme surexcité par la passion. La dynamique et les mathématiques sont sans signe ni calcul pour constater cette force-là. Tenez, hier, j'ai été témoin d'une expérience qui m'a fait frémir et qui rend compte du terrible pouvoir physique déployé tout à l'heure par cette petite dame. « Contez-moi cela, dit M. Gault,
car j'ai la faiblesse de m'intéresser au magnétisme, sans y croire, mais il m'intrigue. Un médecin magnétiseur, car il y a des gens parmi nous qui croient au magnétisme, reprit le docteur Lebrun, m'a proposé d'expérimenter sur moi-même un phénomène qu'il me décrivait et duquel je doutais. Curieux de voir par moi-même une des étranges crises nerveuses par lesquelles on prouve l'existence du magnétisme, je consentis. Voici le fait. Je voudrais bien savoir ce que dirait notre académie de médecine si l'on soumettait, l'un après l'autre, ses membres à cette action qui ne laisse aucune échappatoire à l'incrédulité. Mon vieil ami, ce médecin, dit le docteur Lebrun, en ouvrant une parenthèse, est un vieillard persécuté pour ses opinions par la faculté, depuis Mesmer. Il a 70 ou 12 ans, et se nomme Bouvard. C'est aujourd'hui le patriarche de la doctrine du magnétisme animal. Je suis un fils pour ce bonhomme, je lui dois mon état. Donc, le vieux et respectable Bouvard me proposait de me prouver que la force nerveuse mise en action par le magnétiseur était non pas infinie, car l'homme est soumis à des lois déterminées, mais qu'elle procédait comme les forces de la nature dont les principes absolus échappent à nos calculs. Ainsi, me dit-il, si tu veux abandonner ton poignet au poignet d'une somnambule qui, dans l'état de veille, ne te le presserait pas au-delà d'une certaine force appréciable, tu connaîtras que, dans l'état si sottement nommé somnambulique, ses doigts auront la faculté d'agir comme des cisailles manœuvrées par un serrurier. Eh bien, monsieur, lorsque j'ai eu livré mon poignet à celui de la femme, non pas endormi, car Bouvard réprouve cette expression, mais isolé, et que le vieillard eut ordonné à cette femme de me presser indéfiniment et de toute sa force le poignet, j'ai prié d'arrêter au moment où le sang allait jaillir du bout de mes doigts. Tenez, voyez le bracelet que je porterai pendant plus de 3 mois. Diable, dit M. Gault en regardant une échymose circulaire qui ressemblait à celle qu'eût produite une brûlure. Mon cher Gault, reprit le médecin, j'aurais eu ma chair prise dans un cercle de fer qu'un serrurier aurait vissé par un écrou. Je n'aurais pas senti ce collier de métal aussi durement que les doigts de cette femme. Son poignet était de l'acier inflexible, et j'ai la conviction qu'elle aurait pu me briser les os et me séparer la main du poignet. Cette pression commençait d'abord d'une manière insensible, a continué sans relâche, en ajoutant toujours une force nouvelle à la force de pression antérieure. Enfin, un tourniquet ne se serait pas mieux comporté que cette main changée en un appareil de torture. Il me paraît donc prouvé que, sous l'empire de la passion, qui est la volonté ramassée sur un point et arrivée à des quantités de force animale incalculables, comme le sont toutes les différentes espèces de puissance électrique, l'homme peut apporter sa vitalité tout entière, soit pour l'attaque, soit pour la résistance, dans tel ou tel de ses organes. Cette petite dame avait, sous la pression de son désespoir, envoyé sa puissance vitale dans ses poignets. « Il en faut diablement pour rompre une barre de fer forgée, » dit le chef des surveillants en hochant la tête. « Il y avait une paille, » fit observer M. Gault. « Moi, reprit le médecin, je n'ose plus assigner de limite à la force nerveuse. C'est d'ailleurs ainsi que les mères, pour sauver leurs enfants, magnétisent des lions, descendent dans un incendie, le long des corniches où les chats se tiendraient à peine, et supportent les tortures de certains accouchements. Là est le secret des tentatives des prisonniers et des forçats pour recouvrer la liberté. On ne connaît pas encore la portée des forces vitales. Elles tiennent à la puissance même de la nature, et nous les puisons à des réservoirs inconnus. Monsieur, vint dire tout bas un surveillant à l'oreille du directeur qui reconduisait le docteur Lebrun à la grille extérieure de la conciergerie. Le secret numéro 2 se dit malade et réclame le médecin. Il se prétend à la mort, ajouta le surveillant. Vraiment, dit le directeur. Mais il râle, répliqua le surveillant. Il est 5 heures, répondit le docteur. Je n'ai pas dîné. Mais, après tout, me voilà tout porté. Voyons, allons. Le secret numéro 2 est précisément le prêtre espagnol soupçonné d'être Jacques Collin, dit M. Gault au médecin. Et l'un des prévenus dans le procès où ce pauvre jeune homme était impliqué. Je l'ai déjà vu ce matin, répondit le docteur. M. Camusot m'a mandé pour constater l'état sanitaire de ce gaillard-là, qui, soit dit entre nous, se porte à merveille, et qui, de plus, ferait fortune à poser pour les Hercules dans les troupes de saltimbanques. Il peut vouloir se tuer aussi, dit M. Gault. Donnons un coup de pied au secret tous deux, car je dois être là, ne fût-ce que pour le transférer à la pistole.
Monsieur Camusot a levé le secret pour ce singulier anonyme. Jacques Collin, surnommé Trompe-la-Mort dans le monde des bagnes, et à qui maintenant il ne faut plus donner d'autre nom que le sien, se trouvait, depuis le moment de sa réintégration au secret, d'après l'ordre de Camusot, en proie à une anxiété qu'il n'avait jamais connue pendant sa vie, marquée par tant de crimes, par 3 évasions du bagne, et par 2 condamnations en cour d'assises. Cet homme, en qui se résume la vie, les forces, l'esprit, les passions du bagne, et qui vous en présente la plus haute expression, n'est-il pas monstrueusement beau par son attachement digne de la race canine envers celui dont il fait son ami? Condamnable, infâme et horrible de tant de côtés, ce dévouement absolu à son idole le rend si véritablement intéressant que cette étude déjà si considérable paraîtrait inachevée, écourtée, si le dénouement de cette vie criminelle n'accompagnait pas la fin de Lucien de Rubempré. Le petit Épagnols mort, on se demande si son terrible compagnon, si le lion vivra. Dans la vie réelle, dans la société, les faits s'enchaînent si fatalement à d'autres faits qu'ils ne vont pas les uns sans les autres. L'eau du fleuve forme une espèce de plancher liquide. Il n'est pas de flot, si mutiné qu'il soit, à quelque hauteur qu'il s'élève, dont la puissante gerbe ne s'efface sous la masse des eaux, plus forte par la rapidité de son cours que les rébellions des gouffres qui marchent avec elle. De même qu'on regarde l'eau couler en y voyant de confuses images, peut-être désirez-vous mesurer la pression du pouvoir social sur ce tourbillon nommé Vautrin? Voir à quelle distance ira s'abîmer le flot rebelle, comment finira la destinée de cet homme vraiment diabolique, mais rattaché par l'amour à l'humanité. Tant ce principe céleste périt difficilement dans les cœurs les plus gangrenés. L'ignoble forçat, en matérialisant le poème caressé par tant de poètes, par Moore, par Lord Byron, par Mathurin, par Canalis, un démon possédant un ange attiré dans son enfer pour le rafraîchir d'une rosée dérobée au paradis, Jacques Collin, si l'on a bien pénétré dans ce cœur de bronze, avait renoncé à lui-même, depuis 7 ans. Ses puissantes facultés, absorbées en Lucien, ne jouaient que pour Lucien. Il jouissait de ses progrès, de ses amours, de son ambition. Pour lui, Lucien était son âme visible. Trompe-la-Mort dînait chez les grands lieux, se glissait dans le boudoir des grandes dames, aimait Esther par procuration. Enfin, il voyait en Lucien un Jacques Collin beau, jeune, noble, arrivant au poste d'ambassadeur. Trompe-la-Mort avait réalisé la superstition allemande du double par un phénomène de paternité morale que concevront les femmes qui, dans leur vie, ont aimé véritablement, qui ont senti leur âme passer dans celle de l'homme aimé, qui ont vécu de sa vie, noble ou infâme, heureuse ou malheureuse, obscure ou glorieuse, qui ont éprouvé, malgré les distances, du mal à leurs jambes, s'ils s'y faisaient une blessure, qui ont senti, qui se battaient en duel, et qui, pour tout dire en un mot, n'ont pas eu besoin d'apprendre une infidélité pour la savoir. Reconduit dans son cabanon, Jacques Collin se disait « On interroge le petit ». Et il frissonnait, lui qui tuait comme un ouvrier bois. A-t-il pu voir ses maîtresses, se demandait-il. Ma tante a-t-elle trouvé ces damnées femelles? Ces duchesses, ces comtesses ont-elles marché, ont-elles empêché l'interrogatoire? Lucien a-t-il reçu mes instructions? Et si la fatalité veut qu'on l'interroge, comment se tiendra-t-il? Pauvre petit, c'est moi qui l'ai conduit là. C'est ce brigand de Paccard et cette fouine d'Europe qui causent tout ce grabuge, en chipant les 750 000 francs de l'inscription donnée par Nucingen à Esther. Ces 2 drôles nous ont fait trébucher au dernier pas, mais ils payeront cher cette farce-là. Un jour de plus, et Lucien était riche. Il épousait sa Clotilde de Grandlieu. Je n'avais plus Esther sur les bras. Lucien aimait trop cette fille, tandis qu'il n'eût jamais aimé cette planche de salut, cette Clotilde. Ah, le petit aurait alors été tout à moi. Et dire que notre sort dépend d'un regard, d'une rougeur de Lucien devant ce Camusot, qui voit tout, qui ne manque pas de la finesse des juges. Car nous avons échangé, lorsqu'il m'a montré les lettres, un regard par lequel nous nous sommes sondés mutuellement, et il a deviné que je puis faire chanter les maîtresses de Lucien.
Ce monologue dura 3 heures. L'angoisse fut telle qu'elle eut raison de cette organisation de fer et de vitriol. Jacques Collin, dont le cerveau fut comme incendié par la folie, ressentit une soif si dévorante qu'il épuisa, sans s'en apercevoir, toute la provision d'eau contenue dans un des 2 baquets qui forment, avec le lit en bois, tout le mobilier d'un secret. S'il perd la tête, que deviendra-t-il ? Car ce cher enfant n'a pas la force de Théodore, se demanda-t-il en se couchant sur le lit de camp, semblable à celui d'un corps de garde. Un mot sur ce Théodore, de qui se souvenait Jacques Collin en ce moment suprême. Théodore Calvi, jeune Corse, condamné à perpétuité pour 11 meurtres à l'âge de 18 ans, grâce à certaines protections achetées à prix d'or, avait été le compagnon de chaîne de Jacques Collin de 1819 à 1820. La dernière évasion de Jacques Collin, une de ses plus belles combinaisons, il était sorti déguisé en gendarme et conduisant Théodore Calvi marchant à ses côtés en forçat, mené chez le commissaire. Cette superbe évasion avait eu lieu dans le port de Rochefort, où les forçats meurent drus et où l'on espérait voir finir ces 2 dangereux personnages. Évadés ensemble, ils avaient été forcés de se séparer par les hasards de leur fuite. Théodore, repris, avait été réintégré au bagne. Après avoir gagné l'Espagne et s'y être transformé en Carlos Herrera, Jacques Collin venait chercher son Corse à Rochefort lorsqu'il rencontra Lucien sur les bords de la Charente. Le héros des bandits et des maquis à qui trompe la mort devait de savoir l'italien fut sacrifié naturellement à cette nouvelle idole. La vie avec Lucien, garçon pur de toute condamnation, et qui ne se reprochait que des peccadilles, se levait d'ailleurs belle et magnifique, comme le soleil d'une journée d'été, tandis qu'avec Théodore, Jacques Collin n'apercevait plus d'autre dénouement que l'échafaud, après une série de crimes indispensables. L'idée d'un malheur causé par la faiblesse de Lucien, à qui le régime du secret devait faire perdre la tête, prit des proportions énormes dans l'esprit de Jacques Collin. Et, en supposant la possibilité d'une catastrophe, ce malheureux se sentit les yeux mouillés de larmes, phénomène qui, depuis son enfance, ne s'était pas produit une seule fois en lui. « Je dois avoir une fièvre de cheval, se dit-il, et peut-être en faisant venir le médecin et lui proposant une somme considérable, me mettrait-il en rapport avec Lucien ?» En ce moment, le surveillant apporta le dîner au prévenu. « C'est inutile, mon garçon, je ne puis manger. Dites à monsieur le directeur de cette prison de m'envoyer le médecin. Je me trouve si mal que je crois ma dernière heure arrivée. » En entendant les sons gutturaux du râle par lesquels le forçat accompagna sa phrase, le surveillant inclina la tête et partit. Jacques Collin s'accrocha furieusement à cette espérance. Mais, quand il vit entrer dans son cabanon le docteur en compagnie du directeur, il regarda sa tentative comme avortée et il attendit froidement l'effet de la visite en tendant son pouls au médecin. « Monsieur a la fièvre, dit le docteur à monsieur Gault, mais c'est la fièvre que nous reconnaissons chez tous les prévenus. Et qui, dit-il à l'oreille du faux espagnol, est toujours pour moi la preuve d'une criminalité quelconque. » En ce moment, le directeur, à qui le procureur général avait donné la lettre écrite par Lucien à Jacques Collin pour la lui remettre, laissa le docteur et le prévenu sous la garde du surveillant et alla chercher cette lettre. « Monsieur, dit Jacques Collin au docteur en voyant le surveillant à la porte et ne s'expliquant pas l'absence du directeur. Je ne regarderai pas à 30 000 francs pour pouvoir faire passer 5 lignes à Lucien de Rubempré. »« Je ne veux pas vous voler votre argent, dit le docteur Lebrun. Personne au monde ne peut plus communiquer avec lui. »« Personne ?» dit Jacques Collin stupéfait. « Et pourquoi ? Mais il s'est pendu. » Jamais tigre, trouvant ses petits enlevés, n'a frappé les jungles de l'Inde d'un cri aussi épouvantable que le fut celui de Jacques Collin, qui se dressa sur ses pieds comme le tigre sur ses pattes, qui lança sur le docteur un regard brûlant comme l'éclair de la foudre quand elle tombe. Puis il s'affaissa sur son lit de camp en disant « Oh, mon fils !» « Pauvre homme !» s'écria le médecin, ému de ce terrible effort de la nature. En effet, cette explosion fut suivie d'une si complète faiblesse que ces mots « Oh, mon fils !»
furent comme un murmure. « Va-t-il aussi nous craquer dans les mains, celui-là » demanda le surveillant. « Non, ce n'est pas possible, » reprit Jacques Collin en se soulevant et regardant les deux témoins de cette scène d'un œil sans flamme ni chaleur. « Vous vous trompez, ce n'est pas lui. Vous n'avez pas bien vu. L'on ne peut pas se pendre au secret. Voyez, comment pourrais-je me pendre ici ? Paris tout entier me répond de cette vie-là. Dieu me la doit. » Le surveillant et le médecin étaient à leur tour stupéfaits, eux que rien depuis longtemps ne pouvait plus surprendre. Monsieur Gault entra, tenant la lettre de Lucien à la main. À l'aspect du directeur, Jacques Collin, abattu sous la violence même de cette explosion de douleur, parut se calmer. « Voici une lettre que monsieur le procureur général m'a chargé de vous donner, en permettant que vous l'eussiez non décachetée, » fit observer monsieur Gault. « C'est de Lucien ?» dit Jacques Collin. « Oui, monsieur. »« N'est-ce pas, monsieur, que ce jeune homme est mort, » reprit le directeur. « Quand même monsieur le docteur se serait trouvé ici, malheureusement, il serait toujours arrivé trop tard. Ce jeune homme est mort, là, dans une des pistoles. »« Puis-je le voir de mes yeux ?» demanda timidement Jacques Collin. « Laisserez-vous un père libre d'aller pleurer son fils ?»« Vous pouvez, si vous le voulez, prendre sa chambre, car j'ai l'ordre de vous transférer dans une des chambres de la pistole. Le secret est levé pour vous, monsieur. » Les yeux du prévenu, dénués de chaleur et de vie, allaient lentement du directeur au médecin. Jacques Collin les interrogeait, croyant à quelque piège, et il hésitait à sortir. « Si vous voulez voir le corps, lui dit le médecin, vous n'avez pas de temps à perdre. On doit l'enlever cette nuit. »« Si vous avez des enfants, messieurs, dit Jacques Collin, vous comprendrez mon imbécilité. J'y vois à peine clair. Ce coup est pour moi bien plus que la mort. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que je dis. Vous n'êtes père, si vous l'êtes, que d'une manière. Je suis mère aussi. Je suis fou. Je le sens. » En franchissant des passages dont les portes inflexibles ne s'ouvrent que devant le directeur, il est possible d'aller en peu de temps des secrets aux pistoles. Ces deux rangées d'habitations sont séparées par un corridor souterrain formé de deux gros murs qui soutiennent la voûte, sur laquelle repose la galerie du palais de justice, nommée la galerie marchande. Aussi, Jacques Collin, accompagné du surveillant qui le prit par le bras, précédé du directeur et suivi par le médecin, arriva-t-il en quelques minutes à la cellule où gisait Lucien, qu'on avait mis sur le lit. À cet aspect, il tomba sur ce corps et s'y colla par une étreinte désespérée dont la force et le mouvement passionné firent frémir les trois spectateurs de cette scène. « Voilà, » dit le docteur au directeur, « un exemple de ce dont je vous parlais. Voyez, cet homme va pétrir ce corps, et vous ne savez pas ce qu'est un cadavre. C'est de la pierre. »« Laissez-moi là, » dit Jacques Collin d'une voix éteinte. « Je n'ai pas longtemps à le voir. On va me l'enlever pour... » Il s'arrêta devant le mot « enterré ». « Vous me permettrez de garder quelque chose de mon cher enfant ? Ayez la bonté de me couper vous-même, monsieur, dit-il au docteur Lebrun, quelques mèches de ses cheveux, car je ne le puis pas. »« C'est bien son fils, dit le médecin. »« Vous croyez ? Répondit le directeur d'un air profond qui jeta le médecin dans une courte rêverie. Le directeur dit au surveillant de laisser le prévenu dans cette cellule et de couper quelques mèches de cheveux pour le prétendu père sur la tête du fils, avant qu'on ne vînt enlever le corps. À 5h30, au mois de mai, l'on peut facilement lire une lettre à la conciergerie, malgré les barreaux des grilles et les mailles du treillis en fil de fer qui en condamnent les fenêtres. Jacques Collin épela donc cette terrible lettre en tenant la main de Lucien. On ne connaît pas d'homme qui puisse garder pendant 10 minutes un morceau de glace en le serrant avec force dans le creux de sa main. La froideur se communique aux sources de la vie avec une rapidité mortelle. Mais l'effet de ce froid terrible et agissant comme un poison est à peine comparable à celui que produit sur l'âme la main raide et glacée d'un mort tenu ainsi, serré ainsi. La mort parle alors à la vie.
Elle dit des secrets noirs et qui tuent bien des sentiments. Car, en fait de sentiments, changer, n'est-ce pas mourir? En relisant avec Jacques Collin la lettre de Lucien, cet écrit suprême paraîtra ce qu'il fut pour cet homme, une coupe de poison. À l'abbé Carlos Herrera. Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous, et je vous ai trahi. Cette ingratitude involontaire me tue, et quand vous lirez ces lignes, je n'existerai plus. Vous ne serez plus là pour me sauver. Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare, mais j'ai disposé de vous sottement. Pour sortir d'embarras, séduit par une captieuse demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix, en voulant faire croire à une identité que je sais impossible entre vous et un scélérat français. Tout est dit. Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries échangées au moment d'une séparation suprême. Vous m'avez voulu faire puissant et glorieux. Vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide, voilà tout. Il y a longtemps que je voyais venir le vertige pour moi. Il y a la postérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois. Caïn, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition. Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve, de temps en temps, de terribles, à organisation vaste, qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent. Ces gens-là sont dangereux dans la société, comme les lions le seraient en pleine Normandie. Il leur faut une pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais. Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Robespierre ou Napoléon. Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Pugatchev, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos Herrera. Doués d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, il les attire et les broie. C'est grand, c'est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse, aux riches couleurs, qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes comme vous autres doivent habiter des antres et n'en pas sortir. Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque, et j'ai bien mon compte de l'existence. Ainsi, je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique, pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate. Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire. Vous verrez à tirer parti de cette pièce. Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre, desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée. Adieu donc. Adieu, grandiose statue du mal et de la corruption. Adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Ximénez, plus que Richelieu. Vous avez tenu vos promesses. Je me retrouve au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve. Mais, malheureusement, ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les peccadilles de ma jeunesse. C'est la Seine, et mon trou, c'est un cabanon de la conciergerie. Ne me regrettez pas, mon mépris pour vous était égal à mon admiration. Lucien. Avant 1h du matin, lorsqu'on vint enlever le corps, on trouva Jacques Collin agenouillé devant le lit, cette lettre à terre, lâchée sans doute comme le suicidé lâche le pistolet qui l'a tué. Mais le malheureux tenait toujours la main de Lucien entre ses mains jointes et priait Dieu. En voyant cet homme, les porteurs s'arrêtèrent un moment,
car il ressemblait à une de ces figures de pierre agenouillées pour l'éternité sur les tombeaux du Moyen-Âge, par le génie des tailleurs d'images. Ce faux prêtre, aux yeux clairs comme ceux des tigres, et raidi par une immobilité surnaturelle, imposa tellement à ces gens qu'ils lui dirent avec douceur de se lever. « Pourquoi » demanda-t-il timidement. Cet audacieux trompe-la-mort était devenu faible comme un enfant. Le directeur montra ce spectacle à M. de Chargeboeuf, qui, saisi de respect pour une pareille douleur, et croyant à la qualité de père que Jacques Collin se donnait, expliqua les ordres de M. de Granville relatifs au service et au convoi de Lucien, qu'il fallait absolument transférer à son domicile du quai Malaquais, où le clergé l'attendait pour le veiller pendant le reste de la nuit. « Je reconnais bien là la grande âme de ce magistrat, » s'écria d'une voix triste le forçat. « Dites-lui, monsieur, qu'il peut compter sur ma reconnaissance. Oui, je suis capable de lui rendre de grands services. N'oubliez pas cette phrase. Elle est pour lui de la dernière importance. Ah, monsieur, il se fait d'étranges changements dans le cœur d'un homme quand il a pleuré pendant 7 heures sur un enfant comme celui-ci. Je ne le verrai donc plus. » Après avoir couvé Lucien par un regard de mère à qui l'on arrache le corps de son fils, Jacques Collin s'affaissa sur lui-même. En regardant prendre le corps de Lucien, il laissa échapper un gémissement qui fit hâter les porteurs. Le secrétaire du procureur général et le directeur de la prison s'étaient déjà soustraits à ce spectacle. Qu'était devenue cette nature de bronze, où la décision égalait le coup d'œil en rapidité, chez laquelle la pensée et l'action jaillissaient comme un même éclair, dont les nerfs aguerris par 3 évasions, par 3 séjours au bagne, avaient atteint à la solidité métallique des nerfs du sauvage? Le fer cède à certains degrés de battage ou de pression réitérée. Ces impénétrables molécules, purifiées par l'homme et rendues homogènes, se désagrègent. Et, sans être en fusion, le métal n'a plus la même vertu de résistance. Les maréchaux, les serruriers, taillandiers, tous les ouvriers qui travaillent constamment ce métal en expriment alors l'état par un mot de leur technologie. « Le fer est rouillé », disent-ils, en s'appropriant cette expression exclusivement consacrée au chanvre, dont la désorganisation s'obtient par le rouissage. Eh bien, l'âme humaine, ou, si vous voulez, la triple énergie du corps, du cœur et de l'esprit, se trouve dans une situation analogue à celle du fer, par suite de certains chocs répétés. Il en est alors des hommes comme du chanvre et du fer. Ils sont rouillés. La science et la justice, le public, cherchent 1000 causes aux terribles catastrophes causées sur les chemins de fer, par la rupture d'une barre de fer, et dont le plus affreux exemple est celui de Bellevue. Mais personne n'a consulté les vrais connaisseurs en ce genre, les forgerons, qui ont tous dit le même mot, le fer était rouillé. Ce danger est imprévisible. Le métal devenu mou, le métal resté résistant, offre la même apparence. C'est dans cet état que les confesseurs et les juges d'instruction trouvent souvent les grands criminels. Les sensations terribles de la cour d'assises et celles de la toilette déterminent presque toujours, chez les natures les plus fortes, cette dislocation de l'appareil nerveux. Les aveux s'échappent alors des bouches les plus violemment serrées. Les cœurs les plus durs se brisent alors. Et, chose étrange, au moment où les aveux sont inutiles, lorsque cette faiblesse suprême arrache à l'homme le masque d'innocence sous lequel il inquiétait la justice, toujours inquiète lorsque le condamné meurt sans avouer son crime. Napoléon a connu cette dissolution de toutes les forces humaines sur le champ de bataille de Waterloo. À 8 heures du matin, quand le surveillant des pistoles entra dans la chambre où se trouvait Jacques Collin, il le vit pâle et calme, comme un homme redevenu fort par un violent parti pris. « Voici l'heure d'aller au préau, » dit le porte-clés. « Vous êtes enfermé depuis 3 jours. Si vous voulez prendre l'air et marcher, vous le pouvez. » Jacques Collin, tout à ses pensées absorbantes, ne prenant aucun intérêt à lui-même, se regardant comme un vêtement sans corps, comme un haillon,
ne soupçonna pas le piège que lui tendait Bibi Lupin, ni l'importance de son entrée au préau. Le malheureux, sorti machinalement, enfila le corridor qui longe les cabanons pratiqués dans les corniches des magnifiques arcades du Palais des Rois de France et sur lesquelles s'appuie la galerie dite de Saint-Louis, par où l'on va maintenant aux différentes dépendances de la Cour de cassation. Ce corridor rejoint celui des Pistoles, et, circonstance digne de remarque, la chambre où fut détenu Louvel, l'un des plus fameux régicides, est celle située à l'angle droit formé par le coude des deux corridors. Sous le joli cabinet qui occupe la tour Bombec se trouve un escalier en colimaçon auquel aboutit ce sombre corridor, et par où les détenus logés, dans les Pistoles ou dans les cabanons, vont et viennent pour se rendre au préau. Tous les détenus, les accusés qui doivent comparaître en cour d'assises et ceux qui y ont comparu, les prévenus qui ne sont plus au secret, tous les prisonniers de la conciergerie enfin se promènent dans cet étroit espace entièrement pavé pendant quelques heures de la journée, et surtout le matin de bonne heure en été. Ce préau, l'antichambre de l'échafaud ou du bagne, y aboutit d'un bout, et de l'autre, il tient à la société par le gendarme, par le cabinet du juge d'instruction ou par la cour d'assises. Aussi est-ce plus glacial à voir que l'échafaud. L'échafaud peut devenir un piédestal pour aller au ciel. Mais le préau, c'est toutes les infamies de la terre réunies et sans issue. Que ce soit le préau de la Force ou celui de Poissy, ceux de Melun ou de Sainte-Pélagie, un préau est un préau. Les mêmes faits s'y reproduisent identiquement, à la couleur près des murailles, à la hauteur ou à l'espace. Aussi, les études de mœurs mentiraient-elles à leur titre si la description la plus exacte de ce pandémonium parisien ne se trouvait ici. Sous les puissantes voûtes qui soutiennent la salle des audiences de la Cour de cassation, il existe à la 4e arcade une pierre qui servait, dit-on, à Saint-Louis pour distribuer ses aumônes, et qui, de nos jours, sert de table pour vendre quelques comestibles aux détenus. Aussi, dès que le préau s'ouvre pour les prisonniers, tous vont-ils se grouper autour de cette pierre à friandises de détenus, l'eau-de-vie, le rhum, etc. Les 2 premières arcades de ce côté du préau, qui fait face à la magnifique galerie byzantine, seul vestige de l'élégance du palais de Saint-Louis, sont prises par un parloir où confèrent les avocats et les accusés, et où les prisonniers parviennent au moyen d'un guichet formidable, composé d'une double voie tracée par des barreaux énormes et comprise dans l'espace de la 3e arcade. Ce double chemin ressemble à ces rues momentanément créées à la porte des théâtres par des barrières pour contenir la queue lors des grands succès. Ce parloir, situé au bout de l'immense salle du guichet actuel de la conciergerie, éclairé sur le préau par des hottes, vient d'être mis à jour par des châssis vitrés du côté du guichet, en sorte qu'on y surveille les avocats en conférence avec leurs clients. Cette innovation a été nécessitée par les trop fortes séductions que de jolies femmes exerçaient sur leurs défenseurs. On ne sait plus où s'arrêtera la morale. Ces précautions ressemblent à ces examens de conscience tout faits, où les imaginations pures se dépravent en réfléchissant à des monstruosités ignorées. Dans ce parloir ont également lieu les entrevues des parents et des amis à qui la police permet de voir des prisonniers, accusés ou détenus. On doit maintenant comprendre ce qu'est le préau pour les 200 prisonniers de la conciergerie. C'est leur jardin, un jardin sans arbres, ni terre, ni fleurs, un préau enfin. Les annexes du parloir et de la pierre de Saint-Louis, sur laquelle se distribuent les comestibles et les liquides autorisés, constituent l'unique communication possible avec le monde extérieur. Les moments passés au préau sont les seuls pendant lesquels le prisonnier se trouve à l'air et en compagnie. Néanmoins, dans les autres prisons, les autres détenus sont réunis dans les ateliers du travail, mais à la conciergerie, on ne peut se livrer à aucune occupation, à moins d'être à la pistole. Là, le drame de la cour d'assises préoccupe d'ailleurs tous les esprits, puisqu'on ne vient là que pour subir ou l'instruction ou le jugement. Cette cour présente un affreux spectacle. On ne peut se le figurer. Il faut le voir
ou l'avoir vu. D'abord, la réunion, sur un espace de 40 mètres de long sur 30 de large, d'une centaine d'accusés ou de prévenus, ne constitue pas l'élite de la société. Ces misérables, qui, pour la plupart, appartiennent aux plus basses classes, sont mal vêtus. Leurs physionomies sont ignobles ou horribles, car un criminel venu des sphères sociales supérieures est une exception heureusement assez rare. La concussion, le faux ou la faillite frauduleuse, seuls crimes qui peuvent amener là des gens comme il faut, ont d'ailleurs le privilège de la pistole, et l'accusé ne quitte alors presque jamais sa cellule. Ce lieu de promenade, encadré par de beaux et formidables murs noirâtres, par une colonnade partagée en cabanons, par une fortification du côté du quai, par les cellules grillagées de la pistole au nord, gardées par des surveillants attentifs, occupées par un troupeau de criminels ignobles et se défiant tous les uns des autres, attriste déjà par les dispositions locales. Mais il effraie bientôt, lorsque vous y voyez le centre de tous ces regards pleins de haine, de curiosité, de désespoir, en face de ces êtres déshonorés. Aucune joie, tout est sombre, les lieux et les hommes. Tout est muet, les murs et les consciences. Tout est péril pour ces malheureux. Ils n'osent, à moins d'une amitié sinistre comme le bagne, dont elle est le produit, se fier les uns aux autres. La police, qui plane sur eux, empoisonne pour eux l'atmosphère et corrompt tout, jusqu'au serrement de main de deux coupables intimes. Un criminel qui rencontre là son meilleur camarade ignore si ce dernier ne s'est pas repenti, s'il n'a pas fait des aveux dans l'intérêt de sa vie. Ce défaut de sécurité, cette crainte du mouton, gâte la liberté déjà si mensongère du préau. En argot de prison, le mouton est un mouchard, qui paraît être sous le poids d'une méchante affaire et dont l'habileté proverbiale consiste à se faire prendre pour un ami. Le mot « ami » signifie, en argot, un voleur émérite, un voleur consommé, qui, depuis longtemps, a rompu avec la société, qui veut rester voleur toute sa vie et qui demeure fidèle quand même aux lois de la haute pègre. Le crime et la folie ont quelques similitudes. Voir les prisonniers de la conciergerie au préau ou voir des fous dans le jardin d'une maison de santé, c'est une même chose. Les uns et les autres se promènent en s'évitant, se jettent des regards au moins singuliers, atroces, selon leurs pensées du moment, jamais gais ni sérieux, car ils se connaissent ou ils se craignent. L'attente d'une condamnation, les remords, les anxiétés donnent aux promeneurs du préau l'air inquiet et hagard des fous. Les criminels consommés ont seuls une assurance qui ressemble à la tranquillité d'une vie honnête, à la sincérité d'une conscience pure. L'homme des classes moyennes étant là l'exception, et la honte retenant dans leurs cellules ceux que le crime y envoie, les habitués du préau sont généralement mis comme les gens de la classe ouvrière. La blouse, le bourgeron, la veste de velours dominent. Ces costumes grossiers ou sales, en harmonie avec les physionomies communes ou sinistres, avec les manières brutales, un peu domptées néanmoins par les pensées tristes dont sont saisis les prisonniers, tout, jusqu'au silence du lieu, contribue à frapper de terreur ou de dégoût le rare visiteur, à qui de hautes protections ont valu le privilège peu prodigué d'étudier la conciergerie. De même que la vue d'un cabinet d'anatomie où les maladies infâmes sont figurées en cire, rend chaste et inspire de saintes et nobles amours au jeune homme qu'on y mène, de même la vue de la conciergerie et l'aspect du préau, meublé de ses hôtes dévoués au bagne, à l'échafaud, à une peine infamante quelconque, donne la crainte de la justice humaine à ceux qui pourraient ne pas craindre la justice divine, dont la voix parle si haut dans la conscience. Et ils en sortent honnêtes gens pour longtemps. Les promeneurs qui se trouvaient au préau quand Jacques Collin y descendit, devant être les acteurs d'une scène capitale dans la vie de Trompe-la-Mort, il n'est pas indifférent de peindre quelques-unes des principales figures de cette terrible assemblée. Là, comme partout où des hommes sont rassemblés, là, comme au collège, règne la force physique et la force morale. Là, donc,
Comme dans les bagnes, l'aristocratie est la criminalité. Celui dont la tête est en jeu prime tous les autres. Le préau, comme on le pense, est une école de droit criminel. On l'y professe infiniment mieux qu'à la place du Panthéon. La plaisanterie périodique consiste à répéter le drame de la cour d'assises, à constituer un président, un jury, un ministère public, un avocat, et juger le procès. Cette horrible farce se joue presque toujours à l'occasion des crimes célèbres. À cette époque, une grande cause criminelle était à l'ordre du jour des assises. L'affreux assassinat commis sur monsieur et madame Crottat, anciens fermiers, père et mère du notaire, qui gardaient chez eux, comme cette malheureuse affaire l'a prouvé, 800 000 francs en or. L'un des auteurs de ce double assassinat était le célèbre Dan Pont, dit la Pouraille, forçat libéré qui, depuis 5 ans, avait échappé aux recherches les plus actives de la police, à la faveur de 7 ou 8 noms différents. Les déguisements de ce scélérat étaient si parfaits qu'il avait subi 2 ans de prison sous le nom de Delsouk, un de ses élèves, voleur célèbre, qui ne dépassait jamais, dans les affaires, la compétence du tribunal correctionnel. La Pouraille en était, depuis sa sortie du bagne, à son 3e assassinat. La certitude d'une condamnation à mort rendait cet accusé, non moins que sa fortune présumée, l'objet de la terreur et de l'admiration des prisonniers, car pas un liard des fonds volés ne se retrouvait. On peut encore, malgré les événements de juillet 1830, se rappeler l'effroi que causa dans Paris ce coup hardi comparable au vol des médailles de la bibliothèque pour son importance. Car la malheureuse tendance de notre temps à tout chiffrer rend un assassinat d'autant plus frappant que la somme volée est plus considérable. La Pouraille, petit homme sec et maigre, à visage de fouine, âgé de 45 ans, l'une des célébrités des 3 bagnes, qu'il avait habité successivement dès l'âge de 19 ans, connaissait intimement Jacques Collin, et l'on va savoir comment et pourquoi. Transféré de la force à la conciergerie depuis 24 heures avec la Pouraille, 2 autres forçats avaient reconnu sur le champ et fait reconnaître au préau cette royauté sinistre de l'ami promis à l'échafaud. L'un de ces forçats, un libéré nommé Sélénaire, surnommé l'Auvergnat, le père Ralleau, le rouleur, et qui, dans la société que le bagne appelle la haute pègre, avait nom fil de soie, sobriquet dû à l'adresse avec laquelle il échappait au péril du métier, était un des anciens affidés de Trompe-la-Mort. Trompe-la-Mort soupçonnait tellement fil de soie de jouer un double rôle, d'être à la fois dans les conseils de la haute pègre et l'un des entretenus de la police, qui lui avait, voyez le père Goriot, attribué son arrestation dans la maison Vauquer en 1819. Célérier, qu'il faut appeler fil de soie, de même que Dan Pont se nommera la Pouraille, déjà sous le coup d'une rupture de ban, était impliqué dans des vols qualifiés, mais sans une goutte de sang répandue, qui devait le faire réintégrer au moins pour 20 ans au bagne. L'autre forçat, nommé Rigançon, formait avec sa concubine, appelée la Biffe, un des plus redoutables ménages de la haute pègre. Rigançon, en délicatesse avec la justice dès l'âge le plus tendre, avait pour surnom le Biffon. Le Biffon était le mâle de la Biffe, car il n'y a rien de sacré pour la haute pègre. Ces sauvages ne respectent ni la loi ni la religion, rien, pas même l'histoire naturelle, dont la sainte nomenclature est, comme on le voit, parodiée par eux. Une digression est ici nécessaire, car l'entrée de Jacques Collin au préau, son apparition au milieu de ses ennemis, si bien ménagée par Bibi Lupin et par le juge d'instruction, les scènes curieuses qui devaient s'en suivre, tout en serait inadmissible et incompréhensible sans quelques explications sur le monde des voleurs et des bagnes, sur ses lois, sur ses mœurs, et surtout sur son langage, dont l'affreuse poésie est indispensable dans cette partie du récit. Donc, avant tout, un mot sur la langue des Grecs, des filous, des voleurs et des assassins, nommés l'argot, et que la littérature a, dans ces derniers temps, employé avec tant de succès.
que plus d'un mot de cet étrange vocabulaire a passé sur les lèvres roses des jeunes femmes, a retenti sous des lambris dorés, a réjoui les princes, dont plus d'un a pu s'avouer floué. Disons-le, peut-être à l'étonnement de beaucoup de gens, il n'est pas de langue plus énergique, plus colorée que celle de ce monde souterrain qui, depuis l'origine des empires à capitale, s'agite dans les caves, dans les sentines, dans le troisième dessous des sociétés, pour emprunter à l'art dramatique une expression vive et saisissante. Le monde n'est-il pas un théâtre ? Le troisième dessous est la dernière cave pratiquée sous les planches de l'opéra pour en recéler les machines, les machinistes, la rampe, les apparitions, les diables bleus que vomit l'enfer, etc. Chaque mot de ce langage est une image brutale, ingénieuse ou terrible. Une culotte est une montante. N'expliquons pas ceci. En argot, on ne dort pas, on pionce. Remarquez avec quelle énergie ce verbe exprime le sommeil particulier à la bête traquée, fatiguée, défiante, appelée voleur, et qui, dès qu'elle est en sûreté, tombe et roule dans les abîmes d'un sommeil profond et nécessaire sous les puissantes ailes du soupçon planant toujours sur elle. Affreux sommeil, semblable à celui de l'animal sauvage qui dort, qui ronfle, et dont néanmoins les oreilles veillent, doublées de prudence. Tout est farouche dans cet idiome. Les syllabes qui commencent ou qui finissent les mots sont âpres et détonnent singulièrement. Une femme est une largue. Et quelle poésie! La paille est la plume de Beauce. Le mot minuit est rendu par cette périphrase. 12 plombes crosse. Ça ne donne-t-il pas le frisson? Rincer une cabriole veut dire dévaliser une chambre. Qu'est-ce que l'expression se coucher comparée à se piosser, revêtir une autre peau? Quelle vivacité d'image! Jouer des dominos signifie manger. Comment mangent les gens poursuivis? L'argot va toujours, d'ailleurs. Il suit la civilisation. Il la talonne. Il s'enrichit d'expressions nouvelles à chaque nouvelle invention. La pomme de terre, créée et mise au jour par Louis XVI et Parmentier, est aussitôt saluée par l'argot d'orange à cochon. On invente les billets de banque. Le bagne les appelle des fafiaux garatés, du nom de Garat, le caissier qui les signe. Fafio, n'entendez-vous pas le bruissement du papier de soie? Le billet de 1000 francs est un fafio mâle, le billet de 500 un fafio femelle. Les forçats baptiseront, attendez-vous-y, les billets de 100 ou de 250 francs de quelques noms bizarres. En 1790, Guillotin trouve, dans l'intérêt de l'humanité, la mécanique expéditive qui résout tous les problèmes soulevés par le supplice de la peine de mort. Aussitôt les forçats, les ex-galériens, examinent cette mécanique placée sur les confins monarchiques de l'ancien système et sur les frontières de la justice nouvelle. Ils l'appellent tout à coup l'abbaye de Monte à regret. Ils étudient l'angle décrit par le couperet d'acier et trouvent, pour en peindre l'action, le verbe « faucher ». Quand on songe que le bagne se nomme le pré, vraiment, ceux qui s'occupent de linguistique doivent admirer la création de ces affreux vocables, eût dit Charles Nodier. Reconnaissons d'ailleurs la haute antiquité de l'argot. Il contient un 10e de mots de la langue romane, un autre 10e de la vieille langue gauloise de Rabelais. Effondré, enfoncé. Autolondré, ennuyé. Cambriolé, tout ce qui se fait dans une chambre. Aubert, argent. Gironde, belle, le nom d'un fleuve en langue d'oc. Fouillouse, poche. Appartiennent à la langue du XIVe et du XVe siècle. L'af, pour la vie, est de la plus haute antiquité. Troubler l'af a fait les affres. D'où vient le mot affreux, dont la traduction est ce qui trouble la vie, etc. 100 mots au moins de l'argot appartiennent à la langue de Panurge,
qui, dans l'œuvre rabelaisienne, symbolise le peuple, car ce nom est composé de 2 mots grecs qui veulent dire « celui qui fait tout ». La science change la face de la civilisation par le chemin de fer. L'argot l'a déjà nommé le roulant vif. Le nom de la tête, quand elle est encore sur leurs épaules, la Sorbonne, indique la source antique de cette langue dont il est question dans les romanciers les plus anciens, comme Cervantes, comme les nouvelliers italiens et l'Arétin. De tout temps, en effet, la fille, héroïne de tant de vieux romans, fut la protectrice, la compagne, la consolation du grec, du voleur, du tire-laine, du filou, de l'escroc. La prostitution et le vol sont 2 protestations vivantes, mâle et femelle, de l'état naturel contre l'état social. Aussi, les philosophes, les novateurs actuels, les humanitaires, qui ont pour queue les communistes et les fouriéristes, arrivent-ils, sans s'en douter, à ces 2 conclusions. La prostitution et le vol. Le voleur ne met pas en question, dans des livres sophistiqués, la propriété, l'hérédité, les garanties sociales. Il les supprime net. Pour lui, voler, c'est rentrer dans son bien. Il ne discute pas le mariage, il ne l'accuse pas, il ne demande pas, dans des utopies imprimées, ce consentement mutuel, cette alliance étroite des âmes impossible à généraliser. Il s'accouple avec une violence dont les chaînons sont incessamment resserrés par le marteau de la nécessité. Les novateurs modernes écrivent des théories pâteuses, filandreuses et nébuleuses, ou des romans philanthropiques. Mais le voleur pratique. Il est clair comme un fait, il est logique comme un coup de poing. Et quel style! Autre observation. Le monde des filles, des voleurs et des assassins. Les bagnes et les prisons comportent une population d'environ 60 à 80 000 individus, mâles et femelles. Ce monde ne saurait être dédaigné dans la peinture de nos mœurs, dans la reproduction littérale de notre état social. La justice, la gendarmerie et la police offrent un nombre d'employés presque correspondant. N'est-ce pas étrange? Cet antagonisme de gens qui se cherchent et qui s'évitent réciproquement constitue un immense duel, éminemment dramatique, esquissé dans cette étude. Il en est du vol et du commerce de filles publiques comme du théâtre, de la police, de la prêtrise et de la gendarmerie. Dans ces 6 conditions, l'individu prend un caractère indélébile. Il ne peut plus être que ce qu'il est. Les stigmates du divin sacerdoce sont immuables, tout aussi bien que ceux du militaire. Il en est ainsi des autres États qui sont de fortes oppositions, des contraires dans la civilisation. Ces diagnostics violents, bizarres, singuliers, sui generis, rendent la fille publique et le voleur, l'assassin et le libéré, si faciles à reconnaître, qu'ils sont pour leurs ennemis, l'espion et le gendarme, ce qu'est le gibier pour le chasseur. Ils ont des allures, des façons, un teint, des regards, une couleur, une odeur. Enfin, des propriétés infaillibles. De là, cette science profonde du déguisement chez les célébrités du bagne. Encore un mot sur la constitution de ce monde, que l'abolition de la marque, l'adoucissement des pénalités et la stupide indulgence du jury rendent si menaçants. En effet, dans 20 ans, Paris sera cerné par une armée de 40 000 libérés. Le département de la Seine et ses 1500 000 habitants étant le seul point de la France où ces malheureux puissent se cacher. Paris est, pour eux, ce qu'est la forêt vierge pour les animaux féroces. La haute pègre, qui est pour ce monde son faubourg Saint-Germain, son aristocratie, s'était résumée en 1816 à la suite d'une paix qui mettait tant d'existences en question, dans une association dite des grands fanandels, où se réunirent les plus célèbres chefs de bande et quelques gens hardis, alors sans aucun moyen d'existence. Ce mot de fanandel veut dire à la fois frère, ami, camarade. Tous les voleurs, les forçats, les prisonniers sont fanandels. Or, les grands fanandels, fines fleurs de la haute pègre,
furent pendant 20 et quelques années la Cour de cassation, l'Institut, la Chambre des pairs de ce peuple. Les grands fanandels eurent tous leur fortune particulière, des capitaux en commun et des mœurs à part. Ils se devaient aide et secours dans l'embarras. Ils se connaissaient. Tous d'ailleurs, au-dessus des ruses et des séductions de la police, ils eurent leur charte particulière, leurs mots de passe et de reconnaissance. Ces ducs et pairs du bagne avaient formé, de 1815 à 1819, la fameuse Société des 10 000. Voyez le père Goriot, ainsi nommé de la Convention en vertu de laquelle on ne pouvait jamais entreprendre une affaire où il se trouvait moins de 10 000 francs à prendre. En ce moment même, en 1829 et 1830, il se publiait des mémoires où l'état des forces de cette société, les noms de ses membres, étaient indiqués par une des célébrités de la police judiciaire. On y voyait avec épouvante une armée de capacités, en hommes et en femmes, mais si formidable, si habile, si souvent heureuse, que des voleurs comme les Lévy, les Pastourel, les Collonges, les Chimot, âgés de 50 et de 60 ans, y sont signalés comme étant en révolte contre la société depuis leur enfance. Quel aveu d'impuissance pour la justice que l'existence de voleurs si vieux. Jacques Collin était le caissier non seulement de la Société des 10 000, mais encore des grands fanandels, les héros du bagne. De l'aveu des autorités compétentes, les bagnes ont toujours eu des capitaux. Cette bizarrerie se conçoit. Aucun vol ne se retrouve, excepté dans des cas bizarres. Les condamnés ne pouvant rien emporter avec eux au bagne sont forcés d'avoir recours à la confiance, à la capacité de confier leurs fonds, comme dans la société l'on se confie à une maison de banque. Primitivement, Bibi Lupin, chef de la police de sûreté depuis 10 ans, avait fait partie de l'aristocratie des grands fanandels. Sa trahison venait d'une blessure d'amour-propre. Il s'était vu constamment préférer la haute intelligence et la force prodigieuse de Trompe-la-Mort. De là l'acharnement constant de ce fameux chef de la police de sûreté contre Jacques Collin. De là provenaient aussi certains compromis entre Bibi Lupin et ses anciens camarades, dont commençaient à se préoccuper les magistrats. Donc, dans son désir de vengeance, auquel le juge d'instruction avait donné pleine carrière par la nécessité d'établir l'identité de Jacques Collin, le chef de la police de sûreté avait très habilement choisi ses aides en lançant sur le faux espagnol la pouraille, fil de soie et le biffon, car la pouraille appartenait aux 10 000, ainsi que fil de soie et le biffon était un grand fanandel. La biffe, cette redoutable largue du biffon, qui se dérobe encore à toutes les recherches de la police, à la faveur de ses déguisements en femme comme il faut, était libre. Cette femme, qui sait admirablement faire la marquise, la baronne, la comtesse, a voiture et des gens. Cette espèce de Jacques Collin en jupon est la seule femme comparable à cette Asie, le bras droit de Jacques Collin. Chacun des héros du bagne est, en effet, doublé d'une femme dévouée. Les fastes judiciaires, la chronique secrète du palais, vous le diront. Aucune passion d'honnête femme, pas même celle d'une dévote pour son directeur. Rien ne surpasse l'attachement de la maîtresse qui partage les périls des grands criminels. La passion est presque toujours, chez ces gens, la raison primitive de leurs audacieuses entreprises, de leurs assassinats. L'amour excessif qui les entraîne, constitutionnellement, disent les médecins, vers la femme, emploie toutes les forces morales et physiques de ces hommes énergiques. De là l'oisiveté qui dévore les journées, car les excès en amour exigent et du repos et des repas réparateurs. De là cette haine de tout travail qui force ces gens à recourir à des moyens rapides pour se procurer de l'argent. Néanmoins, la nécessité de vivre et de bien vivre, déjà si violente, est peu de chose en comparaison des prodigalités inspirées par la fille à qui ces généreux médors veulent donner des bijoux, des robes, et qui, toujours gourmande, aime la bonne chair. La fille désire un châle, l'amant le vole, et la femme y voit une preuve d'amour.
C'est ainsi qu'on marche au vol, qui, si l'on veut examiner le cœur humain, à la loupe, sera reconnu pour un sentiment presque naturel chez l'homme. Le vol mène à l'assassinat, et l'assassinat conduit de degré en degré l'amant à l'échafaud. L'amour physique et déréglé de ces hommes serait donc, si l'on en croit la faculté de médecine, l'origine des 7/10 des crimes. La preuve s'en trouve toujours, d'ailleurs, frappante, palpable, à l'autopsie de l'homme exécuté. Aussi l'adoration de leur maîtresse est-elle acquise à ces monstrueux amants, épouvantail de la société. C'est ce dévouement femelle, accroupi fidèlement à la porte des prisons, toujours occupé à déjouer les ruses de l'instruction, incorruptible gardien des plus noirs secrets, qui rend tant de procès obscurs, impénétrables. Là gît la force et aussi la faiblesse du criminel. Dans le langage des filles, avoir de la probité, c'est ne manquer à aucune des lois de cet attachement. C'est donner tout son argent à l'homme enflaqué, emprisonné. C'est veiller à son bien-être, lui garder toute espèce de foi, tout entreprendre pour lui. La plus cruelle injure qu'une fille puisse jeter au front déshonoré d'une autre fille, c'est de l'accuser d'une infidélité envers un amant serré, mis en prison. Une fille, dans ce cas, est regardée comme une femme sans cœur. La Pouraille aimait passionnément une femme, comme on va le voir. Fil de soie, philosophe égoïste, qui volait pour se faire un sort, ressemblait beaucoup à Paccard, le séide de Jacques Collin, qui s'était enfui avec Prudence Servien, riches tous deux de 750 000 francs. Il n'avait aucun attachement, il méprisait les femmes, et n'aimait que Fil de soie. Quant au Biffon, il tirait, comme on le sait maintenant, son surnom de son attachement à la biffe. Or, ces trois illustrations de la haute pègre avaient des comptes à demander à Jacques Collin, comptes assez difficiles à établir. Le caissier savait seul combien d'associés survivaient, quelle était la fortune de chacun. La mortalité particulière à ses mandataires était entrée dans les calculs de Trompe-la-Mort au moment où il résolut de manger la grenouille au profit de Lucien. En se dérobant à l'attention de ses camarades et de la police pendant 9 ans, Jacques Collin avait une presque certitude d'hériter, au terme de la charte des grands fanandels, des 2/3 de ses commettants. Ne pouvait-il pas d'ailleurs alléguer des paiements faits aux fanandels fauchés ? Aucun contrôle n'atteignait enfin ce chef des grands fanandels. On se fiait absolument à lui par nécessité, car la vie de bête fauve que mènent les forçats impliquait, entre les gens comme il faut de ce monde sauvage, la plus haute délicatesse. Sur les 100 000 écus du délit, Jacques Collin pouvait peut-être alors se libérer avec une centaine de 1000 francs. En ce moment, comme on le voit, la Pouraille, un des créanciers de Jacques Collin, n'avait que 90 jours à vivre. Nanti d'une somme sans doute bien supérieure à celle que lui gardait son chef, la Pouraille devait d'ailleurs être assez accommodant. Un des diagnostics infaillibles auxquels les directeurs de prison et leurs agents, la police et ses aides, et même les magistrats instructeurs reconnaissent les chevaux de retour, c'est-à-dire ceux qui ont déjà mangé les gourgades, espèces de haricots destinés à la nourriture des forçats de l'État, est leur habitude de la prison. Les récidivistes en connaissent naturellement les usages. Ils sont chez eux, ils ne s'étonnent de rien. Aussi Jacques Collin, en garde contre lui-même, avait-il jusqu'alors admirablement bien joué son rôle d'innocent et d'étranger, soit à la force, soit à la conciergerie. Mais, abattu par la douleur, écrasé par sa double mort, car dans cette fatale nuit il était mort 2 fois, il redevint Jacques Collin. Le surveillant fut stupéfait de n'avoir pas à dire à ce prêtre espagnol par où l'on allait au préau. Cet acteur, si parfait, oublia son rôle. Il descendit la vis de la tour Bombec en habitué de la conciergerie. Bibi Lupin a raison, se dit en lui-même le surveillant. C'est un cheval de retour. C'est Jacques Collin. Au moment où Trompe-la-Mort se montra dans l'espèce de cadre que lui fit la porte de la tourelle, les prisonniers, ayant tous fini leurs acquisitions à la table en pierre, dite de Saint-Louis,
se dispersaient sur le préau, toujours trop étroit pour eux. Le nouveau détenu fut donc aperçu par tous à la fois, avec d'autant plus de rapidité que rien n'égale la précision du coup d'œil des prisonniers, qui sont tous, dans un préau, comme l'araignée au centre de sa toile. Cette comparaison est d'une exactitude mathématique, car l'œil étant borné de tous côtés par de hautes et noires murailles, le détenu voit toujours, même sans regarder, la porte par laquelle entrent les surveillants, les fenêtres du parloir et de l'escalier de la tour Bombec, seules issues du préau. Dans le profond isolement où il est, tout est accident pour l'accusé, tout l'occupe. Son ennui, comparable à celui du tigre en cage au jardin des plantes, décuple sa puissance d'attention. Il n'est pas indifférent de faire observer que Jacques Collin, vêtu comme un ecclésiastique qui ne s'astreint pas au costume, portait un pantalon noir, des bas noirs, des souliers à boucles en argent, un gilet noir et une certaine redingote marron foncé, dont la coupe trahit le prêtre, quoi qu'il fasse, surtout quand ces indices sont complétés par la taille caractéristique des cheveux. Jacques Collin portait une perruque superlativement ecclésiastique et d'un naturel exquis. « Tiens, tiens, dit la Pouraille au Biffon, mauvais signe, un sanglier. Comment s'en trouve-t-il un ici ? C'est un de leurs trucs. Un cuisinier. Espion. D'un nouveau genre, répondit Fil de Soie. C'est quelque marchand de lacets. La maréchaussée d'autrefois. Déguisé, qui vient faire son commerce. Le gendarme a différents noms en argot. Quand il poursuit le voleur, c'est un marchand de lacets. Quand il l'escorte, c'est une hirondelle de la grève. Quand il le mène à l'échafaud, c'est le hussard de la guillotine. Pour achever la peinture du préau, peut-être est-il nécessaire de peindre en peu de mots les deux autres fanandels. Célérier, dit l'Auvergnat, dit le père Ralleau, dit le rouleur, enfin Fil de Soie. Il avait 30 noms et autant de passeports. Ne sera plus désigné que par ce sobriquet, le seul qu'on lui donna dans la haute pègre. Ce profond philosophe, qui voyait un gendarme dans le faux prêtre, était un gaillard de 5 pieds 4 pouces, dont tous les muscles produisaient des saillies singulières. Il faisait flamboyer, sous une tête énorme, de petits yeux couverts, comme ceux des oiseaux de proie, d'une paupière grise, mate et dure. Au premier aspect, il ressemblait à un loup, par la largeur de ses mâchoires vigoureusement tracées et prononcées. Mais tout ce que cette ressemblance impliquait de cruauté, de férocité même, était contrebalancé par la ruse, par la vivacité de ses traits, quoique sillonnés de marques de petites vérolles. Le rebord de chaque couture, coupé net, était comme spirituel. On y lisait autant de railleries. La vie des criminels, qui implique la faim et la soif, les nuits passées au bivouac des quais, des berges, des ponts et des rues, les orgies de liqueurs fortes par lesquelles on célèbre les triomphes, avaient mis sur ce visage comme une couche de vernis. À 30 pas, si Fil de Soie se fût montré au naturel, un agent de police, un gendarme eût reconnu son gibier. Mais il égalait Jacques Collin dans l'art de se grimer et de se costumer. En ce moment, Fil de Soie, en négligé, comme les grands acteurs qui ne soignent leur mise qu'au théâtre, portait une espèce de veste de chasse où manquaient les boutons, et dont les boutonnières dégarnies laissaient voir le blanc de la doublure, de mauvaises pantoufles vertes, un pantalon de nankin devenu grisâtre, et sur la tête une casquette sans visière, par où passaient les coins d'un vieux madras à barbe, sillonné de déchirures et lavé. À côté de Fil de Soie, le Biffon formait un contraste parfait. Ce célèbre voleur, de petite stature, gros et gras, agile, au teint livide, à l'œil noir et enfoncé, vêtu comme un cuisinier, planté sur 2 jambes très arquées, effrayait par une physionomie où prédominaient tous les symptômes de l'organisation particulière aux animaux carnassiers. Fil de Soie et le Biffon faisaient la cour à la Pouraille, qui ne conservait aucune espérance. Cet assassin récidiviste savait qu'il serait jugé, condamné, exécuté avant 4 mois. Aussi Fil de Soie et le Biffon, amis de la Pouraille,
ne l'appelait-il pas autrement que le chanoine, c'est-à-dire chanoine de l'abbaye de Montaregret. On doit facilement concevoir pourquoi Fil de Soie et le Biffon câlinaient la Pouraille. La Pouraille avait enterré 250 000 francs d'or, sa part du butin fait chez les époux Crottat en style d'acte d'accusation. Quel magnifique héritage a laissé à deux Fanandel, quoique ces deux anciens forçats dussent retourner dans quelques jours au bagne. Le Biffon et Fil de Soie allaient être condamnés pour des vols qualifiés, c'est-à-dire réunissant des circonstances aggravantes, à 15 ans qui ne se confondraient point avec 10 années d'une condamnation précédente qu'ils avaient pris la liberté d'interrompre. Ainsi, quoiqu'ils eussent l'un 22 et l'autre 26 années de travaux forcés à faire, ils espéraient tous deux s'évader et venir chercher le tas d'or de la Pouraille. Mais le 10 000 gardait son secret. Il lui paraissait inutile de le livrer tant qu'il ne serait pas condamné. Appartenant à la haute aristocratie du bagne, il n'avait rien révélé sur ses complices. Son caractère était connu. M. Popinot, l'instructeur de cette épouvantable affaire, n'avait rien pu obtenir de lui. Ce terrible triumvirat stationnait en haut du préau, c'est-à-dire au bas des pistoles. Fil de Soie achevait l'instruction d'un jeune homme qui n'en était qu'à son premier coup et qui, sûr d'une condamnation à 10 années de travaux forcés, prenait des renseignements sur les différents prés. « Eh bien, mon petit, » lui disait sentencieusement Fil de Soie, au moment où Jacques Collin apparut. « La différence qu'il y a entre Brest, Toulon et Rochefort, la voici. »« Voyons, mon ancien, » dit le jeune homme, avec la curiosité d'un novice. Cet accusé, fils de famille sous le poids d'une accusation de faux, était descendu de la pistole voisine de celle où était Lucien. « Mon fiston, » reprit Fil de Soie, « à Brest, on est sûr de trouver des gourganes à la 3e cuillerée, en puisant au baquet. À Toulon, vous n'en avez qu'à la 5e. Et à Rochefort, on n'en attrape jamais, à moins d'être un ancien. » Ayant dit, le profond philosophe rejoignit la Pouraille et le Biffon, qui, très intrigués par le sanglier, se mirent à descendre le préau, tandis que Jacques Collin, abîmé de douleur, le remontait. Trompe-la-Mort, tout à de terribles pensées, les pensées d'un empereur déchu, ne se croyait pas le centre de tous les regards, l'objet de l'attention générale, et il allait lentement, regardant la fatale croisée à laquelle Lucien de Rubempré s'était pendu. Aucun des prisonniers ne savait cet événement, car le voisin de Lucien, le jeune faussaire, par des motifs qu'on va bientôt connaître, n'en avait rien dit. Les 3 Fanandel s'arrangèrent pour barrer le chemin au prêtre. « Ce n'est pas un sanglier, » dit la Pouraille à Fil de Soie. « C'est un cheval de retour. Vois comme il tire à la droite. » Il est nécessaire d'expliquer ici, car tous les lecteurs n'ont pas eu la fantaisie de visiter un bagne, que chaque forçat est accouplé à un autre, toujours un vieux et un jeune ensemble, par une chaîne. Le poids de cette chaîne, rivé à un anneau au-dessus de la cheville, est tel qu'il donne, au bout d'une année, un vice de marche éternel au forçat. Obligé d'envoyer dans une jambe plus de force que dans l'autre pour tirer cette manicle, tel est le nom donné dans le bagne à ce ferment, le condamné contracte invinciblement l'habitude de cet effort. Plus tard, quand il ne porte plus sa chaîne, il en est de cet appareil comme des jambes coupées, dont l'amputé souffre toujours. Le forçat sent toujours sa manicle, il ne peut jamais se défaire de ce tic de démarche. En termes de police, il tire la droite. Ce diagnostic, connu des forçats entre eux, comme il l'est des agents de police, s'il n'aide pas à la reconnaissance d'un camarade, du moins la complète. Chez Trompe-la-Mort, évadé depuis 8 ans, ce mouvement s'était bien affaibli. Mais, par l'effet de son absorbante méditation, il allait d'un pas si lent et si solennel que, quelque faible que fût ce vice de démarche, il devait frapper un œil exercé comme celui de la Pouraille. On comprend très bien d'ailleurs que les forçats, toujours en présence les uns des autres au bagne, et n'ayant qu'eux-mêmes à observer, aient étudié tellement leur physionomie
qu'ils connaissent certaines habitudes qui doivent échapper à leurs ennemis systématiques, les mouchards, les gendarmes et les commissaires de police. Aussi fût-ce à un certain tiraillement des muscles maxillaires de la joue gauche, reconnu par un forçat, qui fut envoyé à une revue de la Légion de la Seine, que le lieutenant-colonel de ce corps, le fameux Coignard, dut son arrestation. Car, malgré la certitude de Bibi Lupin, la police n'osait croire à l'identité du comte Pontis de Sainte-Hélène et de Coignard. « C'est notre dab, notre maître, » dit Fil-de-Soie, en ayant reçu de Jacques Collin ce regard distrait que jette l'homme abîmé dans le désespoir sur tout ce qui l'entoure. « Ma foi, oui, c'est Trompe-la-Mort, » dit en se frottant les mains le Biffon. « Oh, c'est sa taille, sa carrure. Mais qu'a-t-il fait ? Il ne se ressemble plus à lui-même. »« Oh, j'y suis, » dit Fil-de-Soie. « Il a un plan. Il veut revoir sa tante, qu'on doit exécuter bientôt. » Pour donner une vague idée du personnage que les reclus, les argousins et les surveillants appellent une tante, il suffira de rapporter ce mot magnifique du directeur d'une des maisons centrales au feu, Lord Durham, qui visita toutes les prisons pendant son séjour à Paris. Ce lord, curieux d'observer tous les détails de la justice française, fit même dresser par feu Samson, l'exécuteur des hautes œuvres, la mécanique, et demanda l'exécution d'un veau vivant pour se rendre compte du jeu de la machine que la Révolution française a illustré. Le directeur, après avoir montré toute la prison, les préaux, les ateliers, les cachots, etc., désigna du doigt un local, en faisant un geste de dégoût. « Je ne mène pas là, votre seigneurie, dit-il, car c'est le quartier des tantes. »« Ah oh, fit Lord Durham. Et qu'est-ce ? C'est le 3e sexe, milord. »« On va terrer, guillotiner. Théodore, dit la Pouraille. Un gentil garçon. Quelle main, quel toupet, quelle perte pour la société. Oui, Théodore Calvi, morfle, mange. Sa dernière bouchée, dit le Biffon. Ah, ces largues doivent joliment chigner des yeux. Car il était aimé, le petit gueux. Te voilà, mon vieux, dit la Pouraille à Jacques Collin. Et, de concert avec ses 2 acolytes, avec lesquels il était bras dessus, bras dessous, il barra le chemin aux nouveaux venus. « Oh, Dab, tu t'es donc fait sanglier ?» ajouta la Pouraille. « On dit que tu as poissé nos Philippes, filouté nos pièces d'or, » reprit le Biffon d'un air menaçant. « Tu vas nous abouler du carle. Tu vas nous donner de l'argent, » demanda Fil-de-Soie. Ces 3 interrogations partirent comme 3 coups de pistolet. « Ne plaisantez pas, un pauvre prêtre mis ici par erreur, » répondit machinalement Jacques Collin, qui reconnut aussitôt ses 3 camarades. « C'est bien le son du grelot, si ce n'est pas la frimousse, figure, » dit la Pouraille en mettant sa main sur l'épaule de Jacques Collin. Ce geste, l'aspect de ses 3 camarades, tirèrent violemment le Dab de sa prostration et le rendirent au sentiment de la vie réelle, car, pendant cette fatale nuit, il avait roulé dans les mondes spirituels et infinis des sentiments en y cherchant une voie nouvelle. Ne fais pas de ragoût sur ton Dab, n'éveille pas les soupçons sur ton maître, dit tout bas Jacques Collin d'une voix creuse et menaçante qui ressemblait assez au grognement sourd d'un lion. La raille, la police, est là. Laisse-la couper dans le pont, donner dans le panneau. Je joue la Miss Locke, la comédie. Pour un fanandel en fine peugraine, un camarade à toute extrémité. Ceci fut dit avec l'onction d'un prêtre essayant de convertir des malheureux et accompagné d'un regard par lequel Jacques Collin embrassa le préau, vit les surveillants sous les arcades et les montra railleusement à ses 3 compagnons. N'y a-t-il pas ici des cuisiniers ? Allumez vos clairs et remouchez. Voyez et observez. Ne me conobrez pas, épargnons le Poitou et engantez-moi en sanglier. Ne me connaissez plus, prenons nos précautions et traitez-moi en prêtre. Ou je vous effondre, vous, vos largues et votre aubert. Je vous ruine, vous, vos femmes et votre fortune. T'as donc taf de nos zigues ?
Tu te méfies donc de nous » dit Fil de Soie. « Tu viens cromper ta tante, sauver ton ami. » Madeleine est parée pour la placarde de Vergne. « Et prêt pour la place de Grève » dit la Pouraille. « Théodore » dit Jacques Collin en comprimant un bond et un cri. Ce fut le dernier coup de la torture de ce colosse détruit. « On va le buter » répéta la Pouraille. « Il est depuis 2 mois gerbé à la passe, condamné à mort. » Jacques Collin, saisi par une défaillance, les genoux presque coupés, fut soutenu par ses 3 compagnons, et il eut la présence d'esprit de joindre ses mains en prenant un air de componction. La Pouraille et le Biffon soutinrent respectueusement le sacrilège trompe-la-mort, pendant que Fil de Soie courait vers le surveillant en faction à la porte du guichet extérieur qui mène au parloir. « Ce vénérable prêtre voudrait s'asseoir. Donnez une chaise pour lui. » Ainsi, le coup monté par Bibi Lupin manquait. Trompe-la-Mort, de même que Napoléon, reconnu par ses soldats, obtenait soumission et respect des 3 forçats. 2 mots avaient suffi. Ces 2 mots étaient « vos largues et votre aubert, vos femmes et votre argent », le résumé de toutes les affections vraies de l'homme. Cette menace fut, pour les 3 forçats, l'indice du suprême pouvoir. Le dab tenait toujours leur fortune entre ses mains. Toujours tout-puissant au dehors, leur dab n'avait pas trahi, comme de faux frères le disaient. La colossale renommée d'adresse et d'habileté de leur chef stimula, d'ailleurs, la curiosité des 3 forçats. Car, en prison, la curiosité devient le seul aiguillon de ces âmes flétries. La hardiesse du déguisement de Jacques Collin, conservé jusque sous les verrous de la conciergerie, étourdissait d'ailleurs les 3 criminels. « Au secret depuis 4 jours, je ne savais pas Théodore si près de l'abbaye, » dit Jacques Collin. « J'étais venu pour sauver un pauvre petit qui s'est pendu là, hier, à 4 heures. Et me voici devant un autre malheur. Je n'ai plus d'as dans mon jeu. »« Pauvre dab, » dit Fil de Soie. « Ah, le boulanger, le diable, m'abandonne !» s'écria Jacques Collin en s'arrachant des bras de ses 2 camarades et se dressant d'un air formidable. « Il y a un moment où le monde est plus fort que nous autres. La cigogne, le palais de justice, finit par nous gober. » Le directeur de la conciergerie, averti de la défaillance du prêtre espagnol, vint lui-même au préau pour l'espionner. Il le fit asseoir sur une chaise, au soleil, en examinant tout avec cette perspicacité redoutable qui s'augmente de jour en jour dans l'exercice de pareilles fonctions, et qui se cache sous une apparente indifférence. « Ah, mon Dieu, » dit Jacques Collin, « être confondu parmi ces gens, le rebut de la société, des criminels, des assassins. Mais Dieu n'abandonnera pas son serviteur. Mon cher monsieur le directeur, je marquerai mon passage ici par des actes de charité dont le souvenir restera. Je convertirai ces malheureux. Ils apprendront qu'ils ont une âme, que la vie éternelle les attend, et que, s'ils ont tout perdu sur la terre, ils ont encore le ciel à conquérir. Le ciel qui leur appartient au prix d'un vrai, d'un sincère repentir. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. Et comme toujours, pensez à vous abonner, mettre un commentaire, un like et partager. À bientôt.